Bonjour à tous. Voilà, donc on se retrouve ce matin pour un webinaire sur la transformation digitale numérique, pour ceux qui préfèrent éventuellement. Voilà, donc je suis Yann Le Provost, je suis directeur à temps partagé pour ma société Wenev et j'interviens en tant que directeur donc régulièrement chez des clients pour les accompagner dans le cadre de leur transformation numérique notamment. Voilà, donc ce matin, on va être ensemble, je pense, aux alentours d'une heure, et nous allons essayer de voir ensemble dans quelle mesure cette transformation digitale est nécessaire pour les entreprises dans lesquelles vous travaillez et que peut-être vous dirigez. Voilà, donc dans un premier temps, voyons un petit peu ce que l'on va aborder. Donc à l'agenda, on va effectivement avoir une première partie, la transformation numérique, c'est quoi, de manière à ce que l'on puisse dégrossir un petit peu cette notion, qui peut-être pour certains d'entre vous est connue, pour d'autres un petit peu brumeuse ou nébuleuse. Dans un deuxième temps, qui est concerné par la transformation numérique? Donc nous essaierons de voir effectivement quelles sont les structures qui sont concernées, jusqu'où il faut transformer dans un troisième point, parce qu'on ne sait pas toujours où commencer, où aller, et surtout où est-ce qu'on peut s'arrêter. Enfin, donc la transformation au cœur de vos stratégies business et RH, puisqu'il est important que cette transformation numérique soit bien définie et surtout qu'elle soit menée de manière cohérente en phase avec donc les différents acteurs et intervenants. Nous travaillerons un petit peu, donc je vous parlerai de la performance grâce à un environnement de travail flexible et sécurisé, de manière à bien comprendre que cette transformation numérique aura des impacts et aussi peut-être des besoins, notamment sur la partie environnement de travail des salariés, des employés, des intervenants. Enfin, vous aurez la possibilité, bien sûr, donc avec une dizaine de questions, de réaliser un petit diac 360 pour essayer de vous positionner par rapport à l'état d'avancement de la transformation numérique, digitale, au sein de votre entreprise. Voilà, donc ça prendra quelques minutes, une petite dizaine de questions, c'est un QCM, voilà, que vous pourrez faire à la fin de mon intervention. Voilà, alors commençons d'abord par la transformation numérique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la transformation numérique, on en parle beaucoup depuis un certain temps. On a l'impression que c'est assez récent, mais finalement, on en fait depuis de nombreuses années. Maintenant, qu'est-ce que c'est réellement et comment on l'a fait? On fera ça un petit peu après. Alors, la transformation numérique, c'est surtout le principe de mieux connaître son client et ses usages numériques. Donc, une entreprise ne fonctionne que parce qu'elle a une clientèle et qu'elle lui vend des services ou des biens. Et à partir de là, la question est de savoir comment elle lui vend. Alors, on pourrait se dire que c'est que du marketing. Non, ce n'est pas que du marketing. Parce qu'il y a ensuite tout le fonctionnement interne de l'entreprise qui doit s'adapter, effectivement, à ses usages et elle doit se mettre en ordre de marche de manière à pouvoir offrir à ses clients le meilleur dans l'intérêt, justement, de l'entreprise qui vend aussi, évidemment. Donc, avoir une vision 360 de l'utilisateur, du client, c'est un des objectifs de la transformation numérique. Et surtout, de remettre justement ce client au cœur des préoccupations de l'entreprise, en faisant en sorte que non seulement les départements marketing, commerciaux, voire la communication, soient en contact avec le client, ce qui est normal, mais surtout aussi que l'ensemble des autres services qui sont moins front mais plus back, soient eux-mêmes aussi avec des préoccupations qui concernent le client et qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils font est au service du développement de l'entreprise, du développement du client, de ce qu'on peut lui vendre, et donc finalement créer en parallèle non seulement une valeur pour le client et une valeur pour l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la phase A donc de cette transformation numérique
Donc, très orienté client, bien évidemment. Une deuxième phase, la phase B, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est-à-dire, oui, il va falloir donc s'orienter vers le client, lui offrir plus de possibilités pour lui vendre ce qu'on a à lui vendre. Donc, on verra tout à l'heure, et puis on parle effectivement, en marketing en général, on parle d'omnicanal. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire non seulement l'omnicanal vers le client, on est d'accord, c'est-à-dire lui proposer de vendre ou d'acheter en tout cas via différents moyens, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, que ce soit en magasin. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le fait qu'en interne, dans l'entreprise, comment on va faire pour que les salariés, les employés, puissent eux-mêmes avoir des outils assez simplifiés par rapport à ça. Alors, la transformation numérique, la phase B, c'est toute la partie interne, toute la partie emploi. Quid des emplois? Beaucoup de dirigeants s'inquiètent, beaucoup de salariés s'inquiètent sur, OK, la transformation numérique, quel est l'impact sur les emplois? Ça va dépendre de comment, effectivement, on aborde cette notion. Et surtout, est-ce qu'on implique fortement dans cette réflexion nos équipes? Les équipes doivent être impliquées dans la réflexion, dans la transformation. Elles ne doivent pas la subir. Sinon, il y a un risque, effectivement, de décontenancer les équipes et on aura un effet totalement inverse par rapport à ce qu'on attendait. Le management, bien évidemment, le management risque aussi d'être d'être impacté par cette transformation dans la mesure où la manière de manager évolue. La transformation numérique, les nouvelles méthodes font que on a un peu plus d'horizontalité dans le management, un peu moins de verticalité. Ce qui oblige les managers à évoluer dans leur manière de faire, dans la manière de réagir vis-à-vis de leurs équipes. Donc, c'est un impact très fort au niveau des managers, de leur formation et surtout aussi du rôle qu'ils jouent dans la transformation, puisque les managers, notamment les managers intermédiaires, seront forcément des relais de cette transformation. Les compétences des gens, bien évidemment. Alors, qui dit transformer, on va le voir juste après, dit qu'il va falloir probablement installer, mettre en place des nouveaux processus peut-être, ou les faire évoluer, des nouvelles technologies, ou en tout cas faire venir aussi peut-être des nouvelles compétences. Et donc forcément, il va falloir faire évoluer cette notion de compétence dans l'entreprise, et surtout faire en sorte que les employés, les acteurs, les parties prenantes de ce projet, et même de l'opérationnel de l'entreprise, montent en compétences pour pouvoir ne pas être débordés par cette transformation qui, de toute façon, s'opérera. Il y a une phase C. Alors, on aurait pu croire que c'était un disque, phase A, phase B, mais non, il y a une phase C, presque un triangle à ce moment-là, puisque jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé des technologies, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je considère que la transformation numérique n'est pas une question de technologie. Bien sûr, les technologies numériques, les outils numériques sont importants, c'est indispensable, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on transforme. Donc la phase C, c'est effectivement ces technologies qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir choisir. Et là, on voit qu'il y a éventuellement une personne au milieu qui s'interroge en disant « mais qu'est-ce que je vais mettre en place ?» Mais avant même de mettre en place une technologie, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, eh bien, il va falloir se poser la question de savoir pourquoi on doit mettre en place du numérique dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on va y gagner. Donc, cette intervention, je ne vous parlerai pas en détail des technologies qu'on peut mettre en place, parce que ce n'est pas l'objectif. Il faut d'abord se poser la question de savoir où en est la maturité de l'entreprise par rapport à sa transformation numérique, et surtout jusqu'où elle veut aller et pourquoi faire. Et en fonction de ça, dès qu'on aura ces réponses, eh bien, on pourra se poser la question de savoir, OK, quels sont les outils numériques qui pourront peut-être nous permettre d'arriver à cet objectif. Quel processus? Alors, dans la phase C, il y a les technologies, il y a les processus, puisque la transformation d'une entreprise, si on intègre du numérique
dans une entreprise, il va falloir faire évoluer les processus métiers, c'est-à-dire la manière dont les gens travaillent et ce qu'on leur demande de faire, puisque probablement les outils entraîneront possiblement des transformations dans leur manière de faire, ou peut-être ce sera l'inverse qui se passera, c'est-à-dire parce qu'on veut faire évoluer la manière de travailler des gens, eh bien, on devra faire évoluer le processus et peut-être faire en sorte que l'outil soit adapté à ce nouveau processus. Enfin, bien évidemment, quelle stratégie numérique mener? Puisqu'il va falloir à ce moment-là faire en sorte que ce soit cohérent. Donc la stratégie numérique, par qui sera-t-elle portée? Dans la majeure partie des entreprises, on nous dit le numérique, ah, c'est la direction des systèmes d'information qui s'en occupe. Attention, attention, attention. La direction des systèmes d'information, elle est là pour mettre en place les outils numériques. Elle n'est pas forcément là pour mener la stratégie numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des nouveaux métiers qui apparaissent depuis quelques temps maintenant. Certaines entreprises en sont dotées, d'autres pas encore. Donc, les fameux Chief Digital Officer, par exemple, qui peuvent aider les entreprises à mener cette transformation. Une grande partie des transformations numériques sont, à mon sens, ou doivent être menées, à mon sens, par les DRH et pas forcément par la DSI. Maintenant, bien sûr, ce sera un travail qui sera fait conjointement, main dans la main, entre la direction générale, les directions métiers, la DRH et probablement les pôles numériques en fonction de comment ils s'appellent. Voilà. Donc, on va continuer. Donc là, on a fait un petit tour sur qu'est-ce que la transformation numérique et quels sont les acteurs internes qui peuvent éventuellement intervenir. Mais maintenant, on va parler un petit peu attendez, un petit souci de slide. Donc, en résumé, excusez-moi. Donc, effectivement, la transformation digitale se réfère aux changements liés à la mise en œuvre des technologies digitales dans tous les aspects de la société. Donc, ce qu'il faut retenir de ce résumé, c'est la notion de changement, d'impact par rapport à la mise en œuvre des technologies, puisque les technos ne peuvent que provoquer des changements. Donc, il faudra être prêt avant même que les technologies soient mises en place par nous. Alors, donc, qui est concerné par la transformation numérique? Eh bien, on a parlé un petit peu des gens internes à l'entreprise. Faisons un petit tour, un petit état des lieux des entreprises. Alors, on va se focaliser, bien sûr, puisqu'on est en France, sur les entreprises françaises. Mais faisons un petit aperçu, regardons ce qui se passe autour de nous. Les entreprises françaises, même si, on en parlera, ça s'améliore un petit peu, elles sont à la traîne dans le domaine de la transformation numérique, puisque en moyenne, si on regarde la partie site internet, elles ont, pour 66% d'entre elles, en ont un. Les leaders européens, 95%, en moyenne Union européenne, 75%. Si on regarde sur la partie outils digitaux d'efficacité, on est sur 11%, ce qui est assez faible. La vente en ligne, 16%, et les ventes transnationales, c'est-à-dire lorsqu'on envisage de vendre à l'international, on est sur 8%. Donc on constate qu'effectivement, la France, il y a encore du travail dans ce domaine-là. Alors, tout le monde est concerné. Les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises, tout le monde est concerné. On ne peut pas simplement dire « Ah, les grandes entreprises sont toutes transformées ». Non, loin de là. Ce n'est pas parce qu'on a entamé sa transformation qu'on est transformé. Une transformation, ça prend du temps. Et c'est encore plus compliqué, bien évidemment, dans les grandes entreprises. Donc, à partir de là, il faut bien avoir conscience que personne n'est épargné et tout le monde doit s'y mettre. Alors, est-ce que finalement, le travail sera le même dans toutes les entreprises? Est-ce que tout le monde sera concerné par les mêmes problématiques? Certainement pas. On constate en fait, on pourrait croire que les petites entreprises peuvent se transformer plus vite. Oui, parce qu'elles sont plus petites et qu'il y a probablement moins de choses à faire. Mais pour autant, on constate à l'heure actuelle que les petites entreprises sont beaucoup moins numérisées ou digitalisées que les grandes entreprises ou les moyennes entreprises. Pour des questions de moyens, on est d'accord,
mais parfois aussi parce qu'elles ne se rendent pas compte que c'est important ou que leur marché, finalement, n'est pas du tout celui auquel elles pensent. Beaucoup d'entreprises, même et souvent petites, pensent que leur marché est plutôt local ou régional, alors que finalement, les acteurs de l'Internet, et notamment les GAFA et autres, nous montrent que finalement, les marchés sont transnationaux et sont internationaux. Une petite entreprise, quand elle se crée maintenant, la moindre start-up, quel que soit son secteur d'activité, ne peut écarter le fait que son marché est mondial et qu'à partir de là, elle doit très rapidement se mettre au niveau des outils digitaux. Voilà. Donc tout le monde, tous pareil, certainement pas, mais avec un objectif commun, tout le monde doit s'y mettre par rapport à ça. Alors, on a des soucis, on est en retard, bon, on arrête de pleurer, on monte les manches, on y va. Et les entreprises françaises se soignent. Elles ont des bons docteurs. On a autour de nous, dans les environnements du conseil, dans les environnements de la formation, etc., beaucoup d'acteurs qui peuvent aider les entreprises à s'améliorer. Et bien sûr, les recrutements se font aussi. De plus en plus d'entreprises se dotent de ressources humaines qui vont leur permettre d'avancer et de se transformer. Donc, les entreprises françaises se soignent avec une augmentation des investissements, avec une augmentation de la qualité des recrutements, dans certains cas dans le domaine du numérique, et avec une prise de conscience. Donc je ne veux pas forcément lire les chiffres, vous les avez sous les yeux, je vous invite à les lire. Donc les entreprises, effectivement, ont décidé qu'il fallait de toute façon investir, se transformer, parce qu'elles ont de plus en plus conscience que c'est un des moyens importants pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, leur part de marché, et notamment s'ouvrir également sur de nouveaux marchés qu'elles ignoraient peut-être un peu plus au départ. Voilà, donc les entreprises françaises sont de plus en plus en train de rattraper leur retard, mais il ne faut pas faiblir dans la mesure où si on prend trop de temps, eh bien, on risque de louper certaines étapes ou de louper certaines fenêtres qui s'ouvrent et peut-être finalement d'avoir un résultat qui ne serait pas à la hauteur des investissements. Puisque beaucoup d'entreprises se disent oui, j'ai investi, mais je n'ai pas forcément pour le moment constaté de retour sur investissement. D'accord, mais c'est jamais immédiat, surtout dans ce domaine-là. Donc il faut un peu de patience, mais il faut surtout que l'ensemble de l'entreprise soit convaincu de l'importance de le faire pour limiter justement le fait de baisser les bras sur ces sujets-là. Alors, on a vu qu'il fallait, enfin ce qu'était dans les grandes lignes une transformation numérique. On a évoqué un petit peu le fait que l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient au niveau de leur taille, doivent s'y mettre. Mais par où on commence et jusqu'où on va? La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient-on? Les entreprises, parfois, parce qu'elles sont toujours dans le feu de l'action, ou les responsables d'entreprise ont parfois du mal à se rendre compte que le meilleur moyen de se transformer, c'est d'abord de bien se connaître. Donc là, je vous ai mis une citation d'un psychiatre qui n'a rien à voir avec la transformation numérique, mais quand on lit ce qu'il écrit, finalement, à un moment donné, c'est intéressant de se dire, mais effectivement, ça peut nous parler, ça peut s'adapter à ce contexte-là. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise ou beaucoup même d'employés, regardent ce qui se passe chez les autres. Alors c'est important de se comparer, la question n'est pas là. Mais ils regardent ce qui se passe chez les autres en se disant « Ah, c'est bien ce qu'ils ont, ah, eux, ils ont réussi à faire ça, il faut qu'on fasse la même chose. » Ou « Ah, leurs compétences sont meilleures que les miennes. » Mais peut-être faut-il aussi, à un moment donné, de se dire « Ok, il faut que je regarde à l'intérieur de mon entreprise, quels sont les potentiels que j'ai, quelles sont les compétences que j'ai, et
surtout, quelle est la fidélité également de mes employés pour pouvoir se dire, eh bien, j'ai énormément de chance d'avoir les personnes qui travaillent avec moi et de pouvoir les amener et m'appuyer sur elles pour me transformer. Donc, qui regardent à l'intérieur se réveillent. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise doivent regarder à l'intérieur de leur entreprise en se disant, mais finalement, j'ai tout ce qu'il faut en interne pour le faire, ou en tout cas, je peux éventuellement compléter un petit peu, mais il ne faut surtout pas jalouser les autres entreprises, parce que c'est pas comme ça qu'on se transforme. Donc, bien savoir qui l'on est, pour savoir où aller, c'est important. Donc, déjà, redéfinir l'ADN de l'entreprise, quel est-il, pour pouvoir bien comprendre sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Il faut une base solide pour pouvoir bien se transformer. Et à partir de là, définir ensemble les objectifs que l'on se fixe dans le cadre d'une transformation. Donc, d'où vient-on? Où va-t-on? Et surtout, pourquoi faire? Il ne faut surtout pas oublier qu'une transformation n'est utile que si on sait pourquoi on l'a fait. Beaucoup trop de transformations sont menées en s'appuyant simplement sur la technologie et on en oublie l'essentiel qui est qu'elle doit, cette mise en place d'outils numériques, apporter de la valeur à l'entreprise en interne et servir autant que possible, bien sûr, dans le cadre des ventes et du développement commercial de l'entreprise. Alors, jusqu'où on transforme? Je vous ai mis vers l'infini et au-delà. Peut-être que vous aurez noté la référence. Alors, c'est peut-être parce que j'ai des enfants qui maintenant sont un peu plus grands, mais à une époque, je regardais des dessins animés. Donc, vers l'infini et au-delà, effectivement, la transformation, elle peut passer par plusieurs étapes. Ce n'est pas parce qu'on a mis un site internet qu'on est transformé. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un CRM, donc un système de gestion de la relation client, ou un ERP, donc un logiciel de gestion intégrée qui centralise l'ensemble des actions ou des processus internes à l'entreprise, qu'on sera transformé. Non, certainement pas. Donc vous voyez ici, il y a différentes marches à gravir, d'accord, qui vont permettre effectivement de se dire qu'on est en train de se transformer et l'objectif est d'arriver à une entreprise entièrement connectée, non seulement vis-à-vis de ses clients en ayant recentré son client donc, et en ayant recentré son activité autour du client, mais également en offrant on va dire, aux employés et aux acteurs internes de l'entreprise un environnement connecté également qui permettra d'améliorer la performance et d'améliorer les opérations quotidiennes de l'entreprise. Et donc, à partir de là, on pourra se dire que la transformation est globalement terminée, puisqu'on aura de bout en bout du numérique, des processus, de la compétence, de la gestion de la connaissance, etc., qui permettront effectivement d'être plus efficaces vers le client et en interne. Alors, ce sera à vous d'évaluer en fin de présentation, à vous d'évaluer à travers ce questionnaire, donc de vous évaluer finalement sur à peu près à quelle marche vous êtes. Je ne dis pas que le numéro de la marche sera indiqué, mais en tout cas, il y aura effectivement quelques informations qui permettront de dire si on est déjà un peu transformé ou pas du tout, ou un peu plus. Donc, vous verrez, peut-être avez-vous déjà la réponse en voyant ces marches, en voyant ces différents niveaux, peut-être savez-vous déjà à quel niveau de transformation vous êtes. Donc, jusqu'où transformer? L'objectif, on l'a évoqué, l'objectif final, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit fait demain. Donc, il va falloir franchir progressivement les étapes et surtout faire en sorte que vous arrêtiez au départ à une étape cohérente avec la taille de vos entreprises, votre clientèle et surtout la maturité également de vos équipes. Ne transformez pas trop vite. Si les équipes ne sont pas prêtes, vous aurez un effet inverse au résultat souhaité et ça risque de vous freiner. Donc il faudra accompagner vos équipes en même temps pour pouvoir atteindre progressivement les marches que l'on évoque. Voilà.
Donc vers l'infini et au-delà, alors au-delà, pas tout de suite, hein, on va essayer de rester en vie tous ensemble et surtout de faire en sorte que les entreprises le restent aussi, bien évidemment. Alors, d'accord, il faut faire tout ça, mais est-ce qu'on fait tout en même temps? Alors vous avez ici, on va dire, des statistiques qui montrent que les entreprises françaises, entre autres, ont décidé d'investir ou de se consacrer en tout cas à différents aspects de la transformation numérique. Donc vous pouvez regarder et lire ce qui est indiqué et vous noterez qu'en fait certaines vont prioriser parce qu'il va falloir prioriser bien évidemment. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible. Ou alors ça va demander des moyens colossaux et quand bien même on aurait des moyens colossaux, rien ne dit qu'on puisse le faire en parallèle. Donc, il va falloir surtout, dans l'entreprise, prioriser, analyser d'abord les points forts, les points faibles, en lien avec le business et en lien avec le fonctionnement interne, pour pouvoir ensuite se dire, on va focaliser sur la partie orientée business, sur ces parties-là. En interne, il va falloir améliorer cette partie-là pour commencer, et au fur et à mesure, parce qu'on va transformer progressivement et l'interne et la partie commerciale et marketing, aussi, eh bien, on pourra envisager de monter petit à petit les marches. Voilà. Donc, on ne fera certainement pas tout en même temps. Cela prendra un peu de temps. Maintenant, la notion de temps est relative. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de l'entreprise, de son positionnement, de sa taille et des moyens qu'elle y consacre. Alors, on parle, dans le cadre d'une transformation, il est très régulier qu'on parle de ce qu'on appelle les pivots du numérique, c'est-à-dire sur quoi on s'appuie, hein, dans certains cas, pour faire évoluer cette entreprise vers le numérique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, ce n'est pas l'objectif. On s'appuie en général avec une évolution au niveau de l'infrastructure que l'on espère la plus flexible et sécurisée. On reviendra sur cette notion de flexibilité un petit peu plus tard, notamment quand on parlera de l'environnement de travail des utilisateurs. La maîtrise des données, bien évidemment, on sait que ces dernières années, les données sont de plus en plus importantes, on en récolte, on en récolte, on en récolte, on en récolte. Il faut les protéger, bien évidemment, mais il faut surtout savoir ce qu'on va en faire. Donc la maîtrise de ces données est un sujet très important pour pouvoir ensuite avoir finalement une meilleure analyse des besoins des utilisateurs ou des besoins des clients et pour ensuite, bien sûr, faire évoluer dans le bon sens les offres qu'on va leur, qu'elles soient internes ou externes, les offres qu'on va leur mettre à disposition. Un engagement dans un écosystème. Il faut bien comprendre à un moment donné qu'une entreprise, elle n'est pas seule au monde, elle a autour d'elle un ensemble d'éléments, clients, fournisseurs, partenaires. Elle est dans un écosystème, donc elle mesure effectivement, vous serez dans cet écosystème et il faut essayer de faire en sorte de pouvoir s'appuyer sur cet écosystème aussi. Réseau ouvert de talent, on reviendra sur cette notion de talent, bien évidemment. Le recrutement n'est pas toujours simple ces dernières années et on verra en partie pourquoi juste après. Et puis, donc, les entreprises, au niveau du numérique, c'est très important d'avoir une ouverture sur ce talent et qu'on soit en lien avec beaucoup de personnes que l'on pourrait attirer ou qui pourraient être attirées par nous. Expérience utilisateur unifiée, on verra, hein, les utilisateurs cherchent quelque chose de beaucoup plus simple, d'unique, d'unifié. Ils ne souhaitent pas en général avoir des choses complexes. Ils veulent que ça aille plus vite, ils veulent que ce soit simple, ils veulent que ce soit au même endroit. Adaptabilité des modèles économiques. Alors ça, bien évidemment, il va falloir donc travailler et faire en sorte que les modèles économiques des entreprises soient plus agiles, plus s'adapter. À une époque, on visait sur 3 à 5 ans ce genre de choses. Maintenant, on s'aperçoit que parfois, un an et demi, il faut qu'on revoie un peu nos modèles pour s'adapter à la réalité du terrain et à la réalité de nos clients. Des workflows intelligents, donc faire en sorte que la communication et les flux de données et les flux d'informations soient effectivement aussi plus intelligents et faire en sorte que les processus de validation soient plus rapides, plus simples
avec peut-être moins de verticalité et plus d'horizontalité, j'en parlais tout à l'heure, dans le management. Alors, la transformation au cœur de vos stratégies business et RH. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, bien évidemment, mais il faut bien comprendre que l'entreprise va devoir faire un choix à un moment donné. C'est est-ce qu'elle va elle-même disrupter, qui est un terme qu'on utilise beaucoup en transformation numérique, ou est-ce qu'elle va être disruptée. Il va falloir à un moment donné choisir. Si on ne décide pas de disrupter, c'est-à-dire de se différencier à un moment donné par rapport aux autres, en intégrant peut-être, en se brusquant un petit peu, en faisant en sorte qu'on soit différent des autres pour pouvoir attirer, eh bien, on risque d'être nous-mêmes disruptés et à ce moment-là, de perdre finalement la bataille face à certains concurrents. Donc, les entreprises vont devoir faire ce choix et elles devront le faire en cohérence et surtout en lien avec leur politique RH et leur politique business. Donc, une nouvelle difficulté de gouvernance, c'est dans les entreprises qui est liée notamment à ce que l'on connaît, et notamment à l'excès d'informations et au big data, c'est le chaos informationnel. Et donc, on a beaucoup de difficultés, de plus en plus de difficultés dans l'entreprise à l'heure actuelle, du fait de la masse d'informations qui arrivent et que l'on ne sait pas gérer. Et donc, excusez-moi, donc il faut absolument que les dirigeants d'entreprise et leurs équipes arrivent à mettre en place des outils pour fluidifier, filtrer cette information et de manière à ne pas, c'est ce que j'écris juste en dessous en troisième ligne, à réagir. Il faut savoir aborder la transformation sans que ce soit une réaction à un événement qui s'est produit. Il faut garder la tête froide par rapport à ça. Donc reproduire, ce n'est pas transformer. Il ne faut surtout pas partir du principe qu'une transformation, c'est le fait de reproduire ce qu'un concurrent ou éventuellement ce que l'on aurait fait avant d'arriver dans une nouvelle entreprise, ce que l'on aurait fait dans une ancienne entreprise, on va pouvoir le reproduire. Non, une reproduction, ce n'est pas une transformation. Une transformation, elle est propre à l'entreprise, elle ne peut pas être la même que celle d'une autre entreprise. Réagir n'est pas transformer, j'en parlais à l'instant, il ne faut surtout pas fonctionner par simplement réaction aux autres. Il faut surtout se renouveler, c'est-à-dire réfléchir, j'en parlais tout à l'heure, qui sommes-nous, quel est notre ADN, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, comment on peut se renouveler à certains niveaux pour pouvoir se transformer. La transformation numérique, elle passe par un renouvellement important de la manière de faire, la manière de travailler, et peut-être même la manière de vendre ou fabriquer nos outils, nos produits, grâce à l'intégration de numérique dans cette entreprise. Repenser son futur, la transformation numérique, justement, au niveau de vos modèles d'affaires, il va falloir se dire, donc, l'objectif, c'est d'optimiser la performance, c'est d'intégrer des outils, c'est d'améliorer les ventes, c'est de réduire les coûts, c'est de penser au bien-être de vos employés, et surtout de faire en sorte que ces ressources dont vous avez besoin soient adaptées. D'accord? Et donc, parce que vous aurez pensé à l'ensemble de tous ces éléments-là, eh bien, on pourra envisager une transformation numérique qui tient la route. Donc, vos modèles économiques, votre manière de gérer vos ressources humaines et tout ce qui touche à l'ensemble des cœurs de métier ou des métiers de l'entreprise vont devoir intégrer toutes ces notions-là. Si ce n'est pas intégré, eh bien, et ce sera très difficile de transformer. Alors, parlons un petit peu plus finalement aux ressources humaines dans ce cadre-là, parce que la transformation numérique s'appuie bien sûr sur l'humain. Et il faut bien avoir conscience que la transformation numérique va avoir des impacts sur le monde du travail. Alors, quels sont les principaux impacts qui sont identifiés? Eh bien, on va avoir la diffusion massive donc, de nouveaux outils de travail, par exemple les chats, alors on pourrait parler de Slack, on pourrait parler de Teams chez Microsoft, les réseaux sociaux d'entreprise, effectivement, qui prennent une part importante à l'heure actuelle. Donc tout ce qui peut permettre, effectivement, aux
de mieux communiquer soit en interne, soit aussi vers l'externe. On pourrait parler des chatbots aussi, dans le cadre du support, par exemple, client. L'impact sur les métiers et les compétences, donc beaucoup plus de transversalité, la nécessité de s'appuyer non plus sur simplement les compétences du service auquel on appartient ou que l'on dirige, mais aussi sur l'ensemble des compétences de l'entreprise, voire des filiales ou parfois des partenaires. Donc, sur les métiers et les compétences, la transformation numérique va surtout essayer de faire en sorte de rapprocher les gens. Elle doit, en tout cas, c'est un des objectifs. L'impact sur l'organisation du travail, le télétravail, je pense que ces derniers temps, le télétravail finalement a été assez utilisé pour des raisons que vous connaissez tous, notamment de grève, et c'est vrai que c'est important de bien comprendre que la mise en place d'outils numériques peut permettre, dans certains cas, de réorganiser un peu le travail. La question est de savoir jusqu'où il faudra aller, et donc vous verrez d'ailleurs que dans le diagnostic, on en parle un petit peu. L'impact sur le management, hiérarchie plus plate, j'en parlais il y a quelques minutes. On est de plus en plus dans un monde où, en tout cas, la hiérarchie, même si elle existe encore sur le papier, bien évidemment, et il faut une hiérarchie, on peut avoir parfois des parois un peu moins étanches et surtout un peu plus d'échanges qui permettent d'améliorer la collaboration et parfois d'avoir des prises de décision un peu plus participatives. Et donc, les outils numériques peuvent permettre ça, notamment. De nouvelles formes de travail hors salariat. Alors oui, dans quelle mesure, effectivement, on peut, avec des outils numériques, avec des temps de présence différents, peut-être partir sur des nouvelles formes de travail. Le contrat de travail, on sait très bien qu'il évolue. Est-ce que le salariat est la seule manière à l'heure actuelle d'avoir des compétences dans l'entreprise? Certainement pas. Alors j'ai mis un exemple de temps partagé que je connais bien, mais bien sûr d'autres formes existent. Et donc la transformation numérique est aussi à un moment donné peut-être un moyen de se dire peut-être peut-on faire évoluer la manière de faire appel à des compétences dans l'entreprise. L'environnement de travail des cadres, bien évidemment, de plus en plus d'open space, de moins en moins de bureaux. Alors ça dépend, parfois certains font machine arrière, et puis surtout, peut-être dans certains cas aussi, on se déplace moins et on utilise des systèmes aussi, comme ceux que l'on utilise aujourd'hui, des webinars ou des téléconférences de plus en plus fréquentes pour pouvoir travailler ensemble. Alors, un environnement de travail flexible et sécurisé, ce sera le dernier point que nous aborderons. Puisque la transformation numérique, c'est aussi un moyen de faire évoluer justement cet environnement de travail de l'utilisateur, de l'employé, du salarié et du client aussi dans certains cas. Alors là, on va se focaliser sur l'interne. On a vu tout à l'heure que, bien évidemment, la transformation numérique permettait, dans certains cas, d'offrir des technologies multicanales ou du principe multicanal au client, c'est-à-dire que le client puisse accéder à vos produits, à vos services via différents moyens de type téléphone, de type site internet, de type, on va dire, je ne sais pas, le magazine, enfin en tout cas les catalogues. Voilà, il y a plusieurs manières de pouvoir obtenir un service d'une entreprise ou acheter. Eh bien, l'objectif de la transformation numérique, et notamment sur sa partie interne, c'est aussi de finalement offrir la même chose ou à quelque chose d'assez équivalent à l'utilisateur interne. Donc, est-ce que c'est la transposition du principe multicanal en interne? Grossièrement, peut-être un petit peu. Mais l'idée, c'est quand on regarde ce qui est indiqué à droite dans les statistiques, dans les sondages, on constate que 51% des collaborateurs souhaitent une modernisation des outils informatiques. Et quand on regarde effectivement la deuxième question, ils souhaitent, pour 36%, avoir plus de liberté en matière de télétravail. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'ils veulent pouvoir travailler et accéder aux données de l'entreprise et à leurs outils de travail de manière assez libre et depuis un peu n'importe où. Bien. Donc, on va finalement devoir appliquer en interne le principe qu'on applique souvent en externe vers le client, c'est-à-dire centré sur les besoins et expériences utilisateurs. Et donc, la notion d'expérience utilisateur que dans le jargon du digital, on appelle l'UX,
et qui, avec son pendant, lui, c'est-à-dire la définition des interfaces associées, eh bien, il va falloir y penser en interne. Donc, il faut que l'ensemble des services, des applications, des outils que l'on va mettre à disposition des employés de l'entreprise, eh bien, on les construise autour de l'expérience ressentie ou voulue par les utilisateurs et beaucoup moins centrée sur les infrastructures ou le système. Donc, on va devoir avoir de plus en plus d'approches orientées services dans les entreprises, au même titre que c'est ce qu'en général, maintenant, on propose à nos clients. Et donc, il va falloir bien comprendre que, finalement, nos employés, nos salariés fonctionnent parfois un peu plus en mode clientèle qu'en mode employé. Et à partir de là, faire évoluer ces notions-là. Donc, l'agilité technologique que l'on connaît, l'agilité architecturale, alors c'est peut-être un petit abus de langage, mais l'idée que j'ai voulu faire passer, c'est de dire que finalement maintenant, même dans la conception des bureaux, il faut avoir conscience que les usages seront transformés, et donc il faut adapter les conceptions internes de bureaux à cela. Et donc, tout cela sera au service de l'agilité et de la performance professionnelle de vos cadres, de vos salariés, de vos employés, qui se sentiront donc d'autant mieux dans leur entreprise qu'ils auront des outils et un environnement en tout cas qu'ils apprécient. Alors, j'ai mis le mot anglais, Digital Workspace, mais encore, il faut bien avoir conscience que justement ces environnements de travail numériques, alors forcément, ça a un coût, forcément, ça demande la mise en place de projets qui parfois peuvent être assez lourds, mais pour autant, c'est indispensable, pas forcément immédiatement, c'est à vous de voir dans vos entreprises à quel moment il faudra le mettre en place, mais ça permet par exemple aux équipes informatiques d'être plus orientées service et à l'écoute, c'est de moins se focaliser sur les infrastructures, parce qu'une grande partie des infrastructures sont externalisées, hein, le fameux cloud par exemple. La centralisation de la gouvernance informatique, c'est-à-dire que ces nouveaux outils numériques permettent finalement d'avoir une gouvernance informatique plus centralisée, et donc ça simplifie beaucoup le déploiement de l'ensemble de ces outils dans les entreprises. C'est plus sécurisé. Ça réduit les coûts de stockage. Alors après, il faut mettre ça en regard avec les coûts d'infrastructures extérieures, bien évidemment. Le déploiement rapide et homogène, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a beaucoup moins de choses en interne, beaucoup plus de choses en externe, et c'est très facile à déployer parce que ce sont des applications accessibles via des navigateurs. Donc il n'y a que très peu de choses, voire pas du tout à installer sur les postes de travail. Et bien sûr, de ce fait, ça permet une grande flexibilité et en termes de maintenance informatique, donc c'est beaucoup plus simple, ça évite d'avoir des appels permanents au support pour dire ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais il devrait y en avoir moins, et une haute disponibilité, puisqu'on est sur un modèle applicatif, et donc qui est souvent maintenant hébergé à l'extérieur. Donc, ces espaces de travail numérique, c'est une des solutions, pas la solution, pour faire évoluer tout ça et faire évoluer les méthodes de travail aussi dans les entreprises. Alors, est-ce que ces environnements de travail numériques sont un atout pour l'entreprise? Alors, d'une manière générale, je dirais oui. Maintenant, ça dépend de la maturité de l'entreprise et de sa capacité à mettre en place un environnement plus ou moins complet. Mais ça permet souvent d'améliorer la communication et les échanges internes. Ça aura un impact fort sur l'image de l'entreprise parce que l'entreprise pourra dire « j'ai mis en place ce genre de choses » et donc en général c'est plutôt très bien perçu en termes de réputation. La valorisation des savoirs, une meilleure gestion de la connaissance puisqu'on va avoir des outils qui sont centralisés et plus accessibles pour la totalité des employés. Une amélioration de la connaissance de l'entreprise chez les employés puisque, ce que je disais tout à l'heure, il faut bien se connaître pour pouvoir bien se transformer. Et donc, effectivement, tout le travail que l'on va mener dans ce cadre-là permettra aux employés de mieux connaître leur entreprise et à ce moment-là, peut-être de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'elle leur offre qu'ils ne le disent. Mais surtout, une attente très forte formulée par les talents recherchés. On sait ces derniers temps que le recrutement n'est pas si simple parce que de plus en plus de personnes qui cherchent des emplois recherchent aussi une qualité de travail, une qualité d'environnement, parfois des outils ou même une souplesse
qui, s'ils ne les retrouvent pas dans l'entreprise à laquelle, auprès de laquelle ils postulent, et bien parfois eux-mêmes refuseront le poste. Alors ça peut paraître paradoxal, surtout si ce sont des personnes qui cherchent un emploi, mais on constate que pour pouvoir recruter les meilleurs, eh bien, il va falloir parfois leur offrir plus qu'un salaire. Le salaire, c'est une chose, mais surtout une qualité et un environnement de travail que les gens attendent de plus en plus agréable, parce qu'on passe quand même finalement pas mal de temps au travail. Voilà, donc j'ai essayé en tout cas de vous présenter un ensemble de manière assez succincte et synthétique en tout cas de cette transformation numérique qui, la question était, est-elle nécessaire? La réponse qui est la mienne, c'est elle est indispensable en fait. Et en 2020, vous devez, à défaut d'être transformé en 2020, au moins initier fortement une transformation numérique. Maintenant, pas n'importe comment. Donc il va falloir savoir où vous en êtes, et je vous invite à cliquer sur ce petit lien pour pouvoir avoir votre peut-être petit diagnostic de départ. Et bien évidemment, avec donc notre partenaire Demos qui a organisé cette conférence, nous sommes bien évidemment à votre disposition pour échanger avec vous sur ces notions-là. Voilà, donc si vous avez des questions, il y en a, je vais donc y répondre maintenant. Vous pouvez en parallèle donc faire le petit diagnostic et puis ce sera ensuite la fin de cette conférence sur la transformation numérique. Alors, la première question, quels sont les acteurs à impliquer dans la transformation numérique? Alors, les acteurs à impliquer dans la transformation numérique. Les acteurs... alors, je ne sais pas exactement quel est le sens de la question par rapport à ça. Alors, les acteurs, au niveau interne de l'entreprise, tout le monde doit s'impliquer dans la transformation numérique. Alors maintenant, on peut dire, oui, mais on ne peut pas impliquer tout le monde. C'est vrai. Quand je dis tout le monde, c'est tous les corps de métier de l'entreprise doivent être impliqués. On ne peut pas exclure de la réflexion même la sécurité ou même les gens de l'accueil. Non, on doit intégrer l'ensemble des gens dans la réflexion. Maintenant, à plus ou moins forte dose, évidemment, mais l'ensemble des acteurs de l'entreprise doivent être impliqués. Maintenant, bien évidemment, il va falloir d'abord se dire, mais pourquoi je veux me transformer? Est-ce que c'est parce qu'on a constaté qu'on avait une perte de vitesse au niveau des parts de marché, au niveau du chiffre d'affaires? Et à ce moment-là, il va falloir se poser la question et réfléchir avec les forces de vente. Mais est-ce que cette perte de vitesse au niveau des forces de vente, est-ce qu'elle est liée au fait qu'ils n'arrivent plus à vendre? Ou est-ce qu'elle est liée au fait que le marché a évolué? Est-ce qu'elle est liée au fait que finalement ils n'arrivent plus à vendre? Mais pourquoi? Est-ce que ce sont les ressources humaines elles-mêmes avec leurs compétences? Est-ce que c'est parce que les outils qu'on met à disposition ne sont pas bons? Ou est-ce que c'est parce que les données qu'on leur transmet ne sont pas bonnes? Voilà, donc il va falloir analyser tout ça à ce moment-là avec les forces de vente. Bon, donc il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi je veux me transformer. Donc les acteurs, tous les acteurs, en priorisant ceux orientés clients, et ensuite en voyant tous ceux qui peuvent aider les forces de vente, et notamment la partie marketing et commerciale qui est en relation directe avec le client, à améliorer la performance et améliorer la réponse qu'on peut apporter à ce client-là. Donc voilà, donc moi je ne mets aucune limite aux acteurs. Maintenant, en fonction de la taille de l'entreprise, il va falloir faire appel à des personnes extérieures probablement pour vous aider, en tout cas, à mieux cerner ce besoin et surtout apporter des réponses utiles et efficaces. Je ne sais pas si ça répondra à la question, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Comment faire pour appliquer la transformation digitale auprès des collaborateurs plus réticents à changer? Alors, là, on est au cœur de la conduite du changement. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, j'en ai parlé en disant qu'il fallait que tout le monde soit impliqué. Alors, la conduite du changement, c'est un sujet indispensable, primordial, mais pas toujours simple, je vous l'accorde. Comment faire pour appliquer donc auprès des collaborateurs les plus réticents? Eh bien, ce que je vous disais, c'est qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Donc, on ne peut pas transformer en imposant, ça ne fonctionne pas.
Donc, pour éviter d'imposer, il faut au préalable informer qu'il va y avoir des transformations qui sont nécessaires, mais surtout faire en sorte que l'information passe par, peut-être dans certains cas, ces personnes qui sont un peu réticentes. Donc, les intégrer dans la démarche, les intégrer dans la communication et peut-être, dans certains cas, si on peut y arriver, s'appuyer sur elles et ou leur management intermédiaire, justement, pour pouvoir essayer de faire en sorte que ces réticents, à défaut de devenir des supporters, deviennent neutres, et que les personnes plutôt neutres deviennent des supporters, et que les supporters deviennent ceux qui vont, dans certains cas, justement, faire redescendre cette information vers l'ensemble des acteurs, ou en tout cas des personnes cibles. Voilà, alors la conduite du changement, c'est un sujet, on pourrait en parler des heures, on n'a pas 2 heures. Donc, je pense qu'il faut effectivement, surtout, bien intégrer au départ les employés dans la réflexion et dans la dynamique de transformation. Alors, est-ce que la transfo digitale est plus facile à entreprendre dans les entreprises avec des salariés jeunes? Je pourrais dire oui, parce que les usages, effectivement, chez les employés plus jeunes sont peut-être, disons qu'ils seront moins surpris par ce que vous allez mettre en place. La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est que leur niveau d'exigence pourrait être largement supérieur à la capacité ou aux moyens que vous auriez à mettre dans cette transformation. Donc le risque, c'est que il faut essayer de faire en sorte de ne pas créer de la déception, parce que si la personne, à titre personnel, elle est déjà très connectée et qu'elle a l'habitude d'avoir des choses très vite et par des moyens très multiples, si finalement vous n'arrivez pas à lui offrir un équivalent dans l'option de transformation que vous avez choisie, il pourrait y avoir une déception. Donc il faut réussir à équilibrer ça. Et je pense qu'effectivement, ces jeunes-là, il faut à ce moment-là les intégrer également dans l'entreprise en disant, bon voilà, toi je sais que tu es plutôt à l'aise avec ça, aide-moi à convaincre les autres que ça peut leur être utile. Voilà, donc pour moi, la jeunesse n'est certainement pas un frein, plutôt un avantage. Pour autant, attention effectivement à ne pas les frustrer peut-être avec une limite de moyens qui sera forcément évidente, parce qu'une entreprise n'a pas des moyens illimités, sauf peut-être certaines, mais c'est un autre débat. Comment est-il possible de faire évoluer une organisation assez hiérarchisée qui souhaite se transformer numériquement? Alors, eh bien, alors, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse très claire en quelques secondes. Toujours est-il que la hiérarchie, il ne faut certainement pas voir la hiérarchie comme un frein. Encore une fois, tout dépend de qui va aborder cette notion. C'est-à-dire que si vous êtes dans une notion de transformation la volonté de transformer, si elle ne vient que de la base, ce sera très difficile. La transformation doit être portée par la direction générale de la structure, qu'elle soit publique ou privée. Elle ne peut être portée que par la direction générale. Lorsqu'on met un transformer, c'est-à-dire un Chief Digital Officer, un responsable de la transformation, peu importe comment vous l'appelez, cette personne va devoir être en relation directe avec la direction générale. Elle ne pourra pas dépendre d'une DSI, peut-être d'une DRH, mais d'une manière générale, elle va devoir être en relation directe avec les directions générales. Il va falloir que la direction soit convaincue pour qu'ensuite ça redescende vers les bases inférieures. Et il faut que le management intermédiaire soit convaincu pour que lui-même puisse servir de relais auprès des niveaux inférieurs. Donc il va falloir bien sûr travailler fortement à convaincre la direction, à créer des groupes de travail communs, direction, management intermédiaire, base, pour que à ce moment-là, on neutralise un petit peu, si vous voulez, cette hiérarchie, puisque les décisions seront prises conjointement avec une explication qui sera commune. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée, c'est que justement, il faut casser la hiérarchie dans la réflexion et dans la mise en œuvre, tout en la respectant au sens du travail à faire, évidemment. Voilà. Donc,
D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, a priori, on a fait le tour des questions qui étaient posées. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelques réponses. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Demos. Et puis, surtout, cliquez sur le lien et faites le diag. Ça nous apprendra beaucoup sur vous. Et ça vous apprendra surtout beaucoup sur vous-même également, en tout cas sur vos entreprises. Ça ne vous concerne pas, vous, à titre individuel, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine.